Bienvenue à cette quatrième rencontre de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles. Mon nom est Patrick Holbrook, je suis économiste à Télécom ParisTech et membre fondateur de la chaire. Donc je voudrais commencer cette rencontre avec ce que j'estime être des aspects importants, économiques en tout cas, par rapport aux questions qu'on aborde dans la chaire. Et j'aborderai également, je ferai une introduction assez générale sur l'économie de la contribution avant de donner la parole à nos deux intervenants de ce soir, Bernard Stiegler et Pascal Dalloz. Alors, qu'est-ce que c'est une information personnelle pour un économiste? Alors, ce n'est pas une question facile parce que j'ai cherché une définition, je ne l'ai pas trouvée, donc je vous donne la mienne. Mais je pense que la plupart des économistes seront d'accord avec moi. Une information personnelle, c'est une information qui permet de déterminer les préférences d'un consommateur. Donc ça va être une définition assez, comme vous allez le voir, assez large. Et finalement, contrairement peut-être aux aspects juridiques, où la notion d'identité est assez importante pour déterminer en particulier que c'est une donnée à caractère personnel, en économie, finalement, l'identité d'une personne n'est pas tellement importante. Elle le sera si cette identité a une influence sur le choix de la personne. D'accord ? Et en fait, dans le modèle, si vous avez suivi un cours de microéconomie classique, bien dans le modèle d'économie classique, les consommateurs n'ont pas d'identité. Ils rentrent sur un marché, ils interagissent avec des producteurs uniquement à travers un mécanisme de prix. Et finalement, peu importe qui est qui dans cet environnement, les gens sont anonymes, on construit une fonction de demande, on agrège ces comportements individuels, et puis il y a un prix qui se forme sur le marché. Alors, si l'identité d'une personne n'est pas si importante que ça en économie, par contre, les choix de cette personne le sont. En particulier, on peut déterminer les préférences de quelqu'un, c'est-à-dire sa fonction d'utilité, c'est-à-dire sa disponibilité à payer pour un produit, en fonction de ses choix. D'ailleurs, en économie, il y a un axiome qu'on appelle l'axiome des préférences révélées, qui fait une traduction des choix vers la fonction d'utilité du consommateur. Donc, à partir du moment où les choix permettent de déterminer les préférences d'un consommateur, eh bien, on se rend compte tout de suite que les choix constituent des informations personnelles, parce qu'elles vont permettre de caractériser les préférences d'un consommateur, et que donc si on reste dans cette définition, eh bien, les informations personnelles, pour moi, économiste, englobent énormément de choses. Ça va être des posts qu'on met sur Twitter, ça peut être des contributions sur un forum de discussion en ligne, ça peut être quelque chose que j'écris, un commentaire d'utilisateur sur un objet que j'ai acheté sur Amazon. Tout ça va permettre aux autres intervenants du marché de connaître mes préférences. Et ce n'est pas pour rien que les outils du big data d'aujourd'hui essaient de combiner le plus d'informations variées possible pour arriver à créer des profils de consommateurs le plus détaillés possible. D'accord ? Parce qu'on essaye, l'idée derrière, c'est d'arriver à déterminer le plus précisément possible la préférence de ce consommateur, sa probabilité d'acheter un produit et sa disponibilité à payer pour ce produit. D'accord ? Donc, cette notion d'information personnelle englobe beaucoup de choses et va englober en particulier le sujet d'aujourd'hui, qui est l'économie de la contribution, les choix des consommateurs sur ce qu'ils décident de rendre public ou non sur Internet. Alors, quels sont les enjeux des informations personnelles pour l'économiste qui travaille dans cette chaire? Il y en a un qui est évident, sur lequel je ne vais pas revenir, parce qu'on en parle beaucoup dans d'autres contextes. Évidemment, pour nous, c'est important aussi, mais je pense que ce n'est pas le seul enjeu, et donc je voudrais ne pas insister trop là-dessus. C'est évidemment tout ce qui est ciblage publicitaire, tout ce qui est discrimination par les prix. Donc, essayer de trouver le meilleur produit pour le bon consommateur, et le prix qui va avec, évidemment. Donc ça, c'est un enjeu de première importance, en particulier pour tous les gens qui font du big data. C'est derrière, on veut essayer de trouver la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est un enjeu très important. L'autre enjeu qui est important, c'est celui d'aujourd'hui, c'est l'économie de la contribution. Comprendre pourquoi les gens partagent des informations en ligne, comprendre pourquoi ils contribuent de manière active à des communautés en ligne. C'est un enjeu important. Je vais essayer de vous convaincre en une dizaine de minutes pourquoi je considère que c'est très important. Et il y a d'autres enjeux qui sont importants, que je découvre en travaillant cette chaire. Donc la chaire est très jeune, elle n'a que 7 mois.
Donc je suis également en train de découvrir ces enjeux et je voudrais en citer quelques-uns très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous sommes dans une école d'ingénieurs, donc je voudrais commencer par une analogie. L'Internet émet des informations, des signaux, des informations que nous recevons. Donc nous sommes des récepteurs en quelque sorte. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que ces informations que nous recevons, elles sont filtrées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire filtrer? Et j'insiste sur ce mot filtrer parce que c'est quelque chose que les économistes commencent seulement à appréhender, et je pense que c'est un élément assez important. Mais qu'est-ce que c'est filtrer? C'est par exemple lorsque vous faites une recherche sur Google, eh bien, le résultat de la recherche va dépendre de votre géolocalisation, de votre historique de navigation ou de votre profil consommateur. En fonction d'où vous vous trouvez, en fonction des recherches passées que vous avez effectuées, vous n'allez pas avoir le même résultat qui va apparaître. Vous pouvez faire un test sur Gmail, par exemple, vous rentrez un titre de sujet, et vous allez voir que la liste des mots-clés qui ont été vendus commercialement aux annonceurs va varier en fonction de plein de choses, de votre historique, de votre profil, des mots-clés que vous avez mis dans votre titre. Donc ça, c'est un exemple de filtre. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, et Google filtre une partie. Un deuxième exemple de filtre, c'est les outils de recommandation d'Amazon, ou c'est le reciblage publicitaire de Criteo, par exemple. Qu'est-ce que c'est le reciblage publicitaire de Criteo? C'est une publicité qui vous suit à travers tout votre parcours de navigation. Donc vous êtes sur le site du Monde, vous voyez une publicité pour des chaussures, puis vous passez sur le site du Figaro, puis sur un autre site, et puis vous avez la même publicité qui vous suit. Ça, c'est un filtre également, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de possibilités de visionner des publicités différentes, et puis finalement, vous n'en voyez plus qu'une seule. D'accord? Sur Amazon, eh bien, vous voyez, vous avez acheté un produit, puis vous voyez des liens juste en dessous du produit que vous avez acheté, disant, eh bien, vous avez acheté ce produit, d'autres internautes ont acheté ce même produit, et ils ont également acheté ça. Donc Amazon vous recommande ça, ça, ça. Ça également, c'est un filtre. Il y avait des millions et des millions de produits disponibles, et Amazon a décidé pour vous qu'est-ce qui était le plus pertinent pour vous. Alors ça pose pas uniquement des enjeux, ça pose pas uniquement des enjeux en termes de liberté d'expression, de liberté individuelle, mais ça pose des enjeux économiques assez importants qui sont d'ailleurs discutés aujourd'hui à la Commission européenne. Google est en train de négocier sur ce point-là justement. Et ce sont des enjeux de concurrence. Pourquoi? Parce que comment garantir dans ces conditions que le consommateur ne rate pas des opportunités de consommation? Comment garantir que Google n'exclut pas, lorsqu'il filtre les contenus, des concurrents que finalement le consommateur pourrait trouver intéressants? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est un sujet qu'il faudra creuser davantage. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine rencontre. Alors si nous recevons des informations qui sont filtrées, nous les filtrons également. Bon, vous avez tous certains. Moi, j'utilise par exemple Ghostery ou AdBlock. Ça permet de bloquer des publicités, ça permet de bloquer des scripts. Donc nous filtrons également. D'accord? Alors maintenant, je vais passer à l'autre versant. Donc nous sommes entre guillemets, des récepteurs, nous recevons l'information, mais nous sommes également des émetteurs d'informations, ou je vais utiliser maintenant un terme économique, nous sommes des producteurs d'informations. Pourquoi? Parce que ce que nous produisons a une valeur commerciale dans l'échange. C'est bien la définition économique d'un producteur, c'est quelqu'un qui fournit un service ou un produit qui a une valeur commerciale dans l'échange. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il s'avère que ce qu'on donne, on le donne gratuitement. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, nous sommes des producteurs d'informations, et ces informations, nous les produisons de manière involontaire ou de manière volontaire. Nous les produisons de manière involontaire lorsque nous laissons des traces. Alors, qu'est-ce que c'est une trace? Eh bien, c'est votre historique de navigation, par exemple. Vous avez fait une session Internet d'1 heure, et puis tous vos liens ont été enregistrés, et puis se retrouvent répertoriés dans des cookies qui sont stockés, des fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur. Et c'est justement ces cookies qui permettent à des entreprises comme Criteo de vous suivre, entre guillemets, à la trace, lorsque vous naviguez Internet. Donc ça, c'est une première chose. On peut produire des informations de manière involontaire, mais on peut également produire de manière tout à fait volontaire en contribuant de manière active à des sites, à des forums, à des communautés en ligne, et c'est ce point, évidemment, qui fait l'objet de la rencontre d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que c'est ces contributions? Eh bien, c'est un avis, un commentaire que je mets sur Amazon parce que j'ai acheté un produit et je le trouve bien, et puis je dis, c'est un produit que j'ai bien aimé, ou au contraire, je l'ai pas apprécié et je mets un avis négatif. C'est un commentaire que je laisse sur le site d'eBay. J'ai fait une transaction avec un vendeur, et puis le vendeur m'a pas livré le produit, ou il m'a livré le produit après 3 semaines seulement, ou il me l'a livré rapidement, mais le produit était mal emballé, et donc je lui mets une mauvaise note. Ça, c'est de nouveau une contribution. Ça peut être une contribution, c'est une modification d'une page sur Wikipédia, création d'une page sur Wikipédia de quelqu'un que j'apprécie ou d'un sujet que j'apprécie. Ça peut être poster un commentaire sur un blog, un forum de discussion. Ça peut être poster un tweet. Tout ça, ce sont des contributions actives, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcé la personne, c'est un acte volontaire d'une personne à contribuer à ce type de forum, à ce type de communauté en ligne. Alors, comme je vous le disais, nous recevons des informations qui filtrent, nous les filtrons également. Donc ça, je pense que ça nous a été très bien rappelé, je trouve, par Hélène Nissenbaum lors de notre dernière rencontre. Ce que nous partageons, ce que nous contribuons, les données les informations que nous partageons en ligne dépendent du contexte socio-numérique. Par exemple, on ne partage pas les mêmes informations avec nos amis sur Facebook qu'avec le reste de la communauté Facebook, et encore moins qu'avec le reste de la communauté Internet. On ne partage pas nos données de géolocalisation si on a un rendez-vous extra-conjugal. Par contre, si on recherche un restaurant ou une station-service, eh bien, on est prêt à partager nos données de géolocalisation. Donc nous filtrons. Alors pourquoi est-ce qu'on filtre? Parce qu'on cherche. Alors c'est pas unique. Alors il y a des raisons économiques, mais je vais y revenir là-dessus. On cherche quelque part à protéger notre identité. Alors en économie, on peut expliquer ça très facilement parce que lorsqu'on révèle trop d'informations sur nous, eh bien, on risque le phénomène que j'ai mentionné tout à l'heure, la discrimination par les prix. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un prix, de devoir payer plus cher que quelqu'un d'autre parce qu'il s'avère que l'entreprise avec laquelle on veut faire une transaction, c'est que vous avez apprécié tous ces produits-là et donc vous êtes prêt à payer beaucoup pour cette nouvelle iPhone et donc vous allez devoir payer plus cher pour cette nouvelle iPhone. Et donc, on essaye quelque part de divulguer le moins possible pour essayer d'éviter cette discrimination par les prix. Et évidemment, c'est l'argument économique. Il y a d'autres arguments sur lesquels je ne suis pas spécialiste, que je ne vais pas développer. Donc ça, c'est une justification pour laquelle on essaie de filtrer des informations. On fait plus que ça. Non seulement on filtre des informations, mais également on porte des masques. Alors qu'est-ce que c'est ces masques? Alors ces masques, nous, dans la chaire, on appelle ça des identités numériques. Eh bien, c'est une modification de notre identité par rapport au reste de nos interlocuteurs en ligne. Ça peut être une adresse email, ça peut être un avatar sur un jeu de réseau en ligne, ça peut être un pseudo sur un forum. Et donc ces masques permettent aussi quelque part de masquer, de cacher, de modifier son identité. Alors cette notion de masque, elle est importante en ligne. Elle le sera, je pense, également plus tard, peut-être pas tout de suite, mais dans un avenir assez proche, je pense, dans le monde physique, avec le développement des outils de vidéosurveillance, des drones de télésurveillance et le développement des logiciels de reconnaissance faciale. Mais sur Internet, ces masques sont très importants pour comprendre l'économie de la contribution. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple très simple. C'est l'exemple du forum de discussion de santé. Exemple, le forum de Doctissimo, par exemple. C'est évident, je pense que je vais l'expliquer à personne, que vous n'allez pas contribuer de la même manière à un forum Doctissimo si vous êtes anonyme ou si vous ne l'êtes pas. D'accord? Donc le fait d'avoir cette possibilité de se masquer quelque part est important pour comprendre pourquoi les gens contribuent ou pas à ce type de communauté médiatée. Alors je voudrais continuer sur cet exemple de la santé pour introduire le sujet d'aujourd'hui. L'économie de la contribution. Aujourd'hui, nous avons des objets connectés de santé. Alors, qu'est-ce que c'est un objet connecté de santé? C'est par exemple la balance Withings ou le Pulse Withings qui mesure votre poids, votre tension artérielle, votre rythme cardiaque. Vous avez même des objets connectés de santé qui mesurent votre cycle de sommeil. Et puis, vous avez une option de pouvoir partager
ces données avec le reste de la communauté WeThings ou le reste de la communauté Zeo, enfin bref. Ces objets sont d'ailleurs partagent leur serveur, donc vous pouvez échanger vos données à travers plusieurs applications, à travers plusieurs outils connectés. Et la question qui se pose est pourquoi est-ce que vous allez partager vos données de santé qui sont quand même des données extrêmement sensibles? Alors, je vais vous évoquer quelques réponses, et puis on va voir qu'on va retrouver une très grande variété de réponses. Alors, je vous en donne 3, et puis je vais vous donner d'autres exemples qui vont vous montrer qu'en fait, les motivations à contribuer à ces communautés et à partager des choses en ligne varient fortement d'un contexte à un autre. Et également, je vais essayer de vous convaincre que l'intensité de ces contributions varie également. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on partage des données de santé en ligne? Eh bien, tout simplement parce qu'on a commencé un programme de ce qu'on appelle en anglais du quantified self. Donc, on essaie de se mesurer, de savoir si on est en bonne santé ou pas. Et puis, on a vu notre courbe de poids et on veut savoir est-ce que mon évolution de courbe de poids, elle est normale par rapport à la moyenne d'âge dans laquelle je me trouve? Ou est-ce que l'évolution de ma tension artérielle correspond à la norme de ma population également socio-démographique, etc. Donc, quelque part, on recherche, on contribue parce que derrière, on veut avoir un retour qui va nous être utile pour comprendre mieux, pour se comprendre mieux soi-même. Donc, quelque part, c'est un bénéfice privé. On peut vouloir partager ces données de santé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut contribuer à quelque chose qui est un peu plus grand, qui serait une base de données médicales, et pour mieux comprendre l'évolution des maladies, l'évolution des problèmes de santé, etc. Donc, quelque part, on a une vision un peu plus altruiste du partage de données. On veut partager pour améliorer la base de connaissances des gens sur des problèmes que l'on a rencontrés. Ou alors, une raison encore plus simple, j'ai trouvé récemment, par exemple, si vous avez une balance WeThings, vous pouvez tweeter vos mesures de poids. Alors, pourquoi est-ce que vous irez tweeter vos mesures de poids? Ça n'a pas de sens. Mais non, parce que ce serait éventuellement une motivation pour essayer de maintenir un régime d'amincissement. D'accord? Parce que vous avez une pression sociale pour essayer de rester dans ce régime. Il s'avère que très très peu de gens utilisent cette fonctionnalité. Mais enfin voilà, donc derrière on se rend compte qu'il y a quand même des bénéfices privés à partager ces données et à contribuer à ces communautés en ligne. Alors si on considère maintenant le problème de manière plus générale et on regarde d'autres communautés en ligne, on va retrouver des motivations extrêmement variées à contribuer en ligne. Par exemple, prenons l'exemple des systèmes de réputation eBay. Eh bien, les motivations des gens à noter un vendeur ou un acheteur lorsqu'on fait une transaction vont être liées à la notion de réciprocité. Eh bien, je vais noter le vendeur et en retour, j'espère que lui va me noter. D'accord? Donc, de nouveau, ça, c'est quelque chose qui est assez proche d'un bénéfice, privé. Alors, ça peut être la réputation ou le career concern pour les projets d'open source. Donc, c'est un informaticien qui essaye de construire son CV en écrivant un module Linux, par exemple. D'accord? Donc, de nouveau, c'est un bénéfice privé. Ça peut être le sentiment ou la satisfaction d'aider les autres, tout simplement. Et alors, les peu d'économistes qui ont travaillé sur ce sujet assimilent ça de nouveau à un bénéfice privé, ils appellent ça, alors c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, le warm glow. Donc c'est le sentiment positif que l'on ressent lorsque l'on aide les autres. Ça peut être la personnalisation. Quand vous fournissez un avis, un commentaire sur Amazon, eh bien derrière vous dites, je vais peut-être recevoir des avis qui seront plus pertinents pour moi. Donc de nouveau, quelque part, c'est un bénéfice privé. Ça peut être celui de développer une communauté, développer un cercle d'amis, tout simplement. Ça peut être également de corriger des inexactitudes. Lorsqu'on écrit un commentaire, par exemple, sous l'article, en relation avec un article d'un journaliste, par exemple, vous trouvez que le journaliste n'a pas été exact sur les chiffres qu'il a avancés, et donc derrière vous écrivez un commentaire, donc vous êtes trompé, c'est pas le chiffre que vous avancez n'est pas le bon, c'est celui-ci le bon. Donc quelque part vous contribuez pour corriger une inexactitude. Donc on voit que ces motivations à contribuer sont très différentes,
Et non seulement elles sont très différentes, mais elles varient également beaucoup en intensité. Alors, je vais vous donner la raison, essentielle, enfin, pour moi en tant qu'économiste, c'est que ces contributions portent sur des contributions à des communautés de connaissances. Et la connaissance est un bien économique, c'est un bien économique qui a une valeur d'échange aussi, mais c'est un bien économique qui a des caractéristiques très particulières. Elle possède des caractéristiques qui sont proches de celles de ce qu'on appelle des biens collectifs. Certains appellent des biens publics. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, ce sont les deux caractéristiques principales, c'est la non-rivalité et la non-excluabilité. Non-rivalité, ça veut dire que eh bien, le fait que moi je participe à une communauté en ligne, ça n'empêche pas quelqu'un d'autre de participer à la communauté au même moment. Non-excluabilité, ça veut dire le fait que ça va être très difficile d'exclure quelqu'un de participer à une communauté en ligne. Et donc, quand les économistes voient un bien ou un produit qui a ces caractéristiques, eh bien, les économistes disent en général, eh bien, il y a très peu de bénéfices privés. Donc, le secteur privé va sous-investir dans la production de ce produit. Et donc, en général, c'est ce qui se passe, c'est l'électricité, l'éducation, la défense nationale, tout ça, ce sont des biens qui sont gérés par le collectif, qui sont gérés par les services publics. Et donc, les économistes pensent que ce n'est pas quelque chose qui devrait ressortir des incitations privées. Et d'ailleurs, que si on laissait ça au privé, ce sont des choses qui ne devraient pas beaucoup se développer. Alors, les économistes n'ont pas tout à fait tort. Parce que si on regarde maintenant les contributions, la réalité des contributions, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les gens, il y a très peu de gens finalement qui laissent des avis, des commentaires ou qui évaluent leurs transactions sur eBay. Il y a environ que 50% des gens qui le font. Pourquoi? Parce que c'est exactement la raison que je viens d'invoquer. Si on sait qu'on contribue à un bien public et que derrière on n'a rien en retour, pourquoi est-ce que j'écrirais un article, un commentaire sur une transaction? Okay. Sur Wikipédia, vous avez ce que j'ai découvert assez récemment aussi, la règle des 90-9-1. Il y a 90% de leur cœur, ce sont des gens qui font que lire les articles sans jamais contribuer à la plateforme. Vous avez 9% des gens qui modifient uniquement une page. Et puis vous avez 1% des gens qui contribuent vraiment, c'est-à-dire qui créent des pages et des contenus originaux. Alors, quelle est la valeur économique de ces plateformes? Je vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais je pense qu'elle est énorme et que les économistes l'ont complètement sous-évaluée. Donc, alors pourquoi elles les ont sous-évaluées? Alors, pourquoi elles sont énormes? Je vais vous donner juste 3 exemples. Pour moi, Amazon ne peut pas se développer sans la base de connaissances qui a été développée par ses bases d'utilisateurs. Je pense que c'est ça son avantage concurrentiel principal. De même, eBay n'aura pas pu connaître son développement sans le système de réputation qui a été basé sur les avis des utilisateurs. De même, YouTube n'aura pas pu connaître son développement sans le user-generated content. Donc je pense qu'il y a une valeur énorme qui est créée. Et le paradoxe qu'on va chercher à expliquer aujourd'hui, c'est que comment ça se fait que s'il y a une valeur énorme qui est créée par ces contributions, comment ça se fait que les gens qui ont participé à cette contribution, donc les internautes, eux, ne sont pas rémunérés? On est dans une sorte d'économie du troc où on échange une contribution des informations personnelles contre un service de manière gratuite.